Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, cet événement que l'on offre aujourd'hui, c'est un événement qui est virtuel. Par contre, pour plusieurs d'entre nous, on se trouve dans le territoire de Tiohtià:ke, j'espère que je le prononce correctement, ou communément connu sous le nom Montréal, un territoire qui a longuement servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones. On tenait donc aujourd'hui, par la présente, à honorer, reconnaître et respecter ces nations qui se trouvent sur le territoire et les remercier pour leur hospitalité. Et donc, en août dernier, un rapport très important du GIEC est paru. C'est le premier volet du 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce rapport est important. Il avait été qualifié d'alerte rouge pour l'humanité par le secrétaire général des Nations unies. Et on tirait de ce rapport-là quelques conclusions importantes, notamment le fait que la Terre, certes, se réchauffe et que maintenant, on estime que la responsabilité humaine est sans équivoque, que le réchauffement climatique affecte déjà toutes les régions de la planète, que selon tous les scénarios envisagés, la Terre continuera de se réchauffer. Mais par contre, sur une note un peu plus optimiste, on sait qu'il est encore possible de faire infléchir cette tendance-là. Et donc, ce dernier rapport du GIEC-là ne peut pas être plus explicite. On doit mettre en place des réductions immédiates, rapides et drastiques si on veut maintenir un réchauffement des températures à 1,5 degré et ne pas aller au-delà. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pour vous présenter de manière plus détaillée le rôle joué par le GIEC dans l'ensemble de ces données scientifiques-là, mais aussi sur qu'est-ce que le dernier rapport signifie, nous accueillons aujourd'hui le professeur Frédéric Bouchard, qui est professeur adjoint au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke, et il a participé à une quinzaine de missions sur le terrain à ce jour dans le nord du Canada et en Sibérie. Et nous avons aussi le professeur Alejandro De Luca, qui est auteur principal du dernier rapport du GIEC et aussi professeur adjoint au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser notre premier panéliste, le professeur Bouchard, pour présenter plus largement ce qu'est le GIEC, son fonctionnement, ses groupes de travail et son histoire. Donc, la parole est à vous, professeur Bouchard. Merci, collègue. Je vais essayer de demander à quelqu'un de partager son écran pour moi, car apparemment, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là. Et justement, je vais essayer en 5-10 minutes de vous brosser un tableau de ce que c'est le GIEC, à quoi ça sert, puis un bref rappel historique où ça en est aujourd'hui. Suivant. Bon, vous l'avez vu souvent, je trouvais intéressant de le mettre de cette façon-là, donc le GIEC ou le IPCC en anglais, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, vous avez un peu, ça dit, si on prenait le temps de décortiquer ça entre nous aujourd'hui, c'est d'abord un groupe d'experts, ou autrement dit un panel en anglais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça réunit des scientifiques, des experts sur le domaine, donc des scientifiques qui sont des experts dans leur domaine et qui acceptent de façon tout à fait volontaire de participer à cet effort-là. Donc, c'est des gens qui ne sont pas payés pour faire ce travail-là. Donc, les experts vont agir soit comme auteurs principaux de certains chapitres, de certaines sections des rapports, vont aussi pouvoir être impliqués comme auteurs collaborateurs ou comme réviseurs éditeurs. Donc, il y a plusieurs rôles, mais ça réunit d'abord des experts. Suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est un groupe d'experts ou un panel qui est intergouvernemental. Donc, c'est assez particulier. Ça veut dire que ça implique... Oh, je vois que la mise en page a changé un tout petit peu, c'est pas grave. Je vois que donc ça réunit également des représentants des gouvernements membres du GIEC. Et donc, c'est un peu un modèle un peu hybride entre une réunion d'experts, de scientifiques, de chercheurs et aussi des représentants des différents pays membres. Il y en a 195 des pays membres du GIEC. Suivante, s'il vous plaît. Et enfin, c'est un groupe d'experts intergouvernemental, oui, mais sur vraiment toutes les sciences ou tous les domaines scientifiques, techniques, socio-économiques qui ont rapport au changement climatique, à l'évolution du climat. Donc, il y a évidemment des gens qui vont être dans des sciences qu'on va dire de sciences dures ou
sciences physiques ou naturelles, mais il y a aussi des gens en sciences humaines, en sciences sociales, tout ce qui est ingénierie. Il y a des décideurs de différents domaines. Il y a des organisations non gouvernementales aussi. Donc, il y a différents intervenants qui ont des expertises très variées puisque c'est un sujet qui est fortement interdisciplinaire. Donc, suivant. Et je voulais juste mentionner ou rappeler quelques dates importantes. Évidemment, si on pèse sur la suivante, je crois qu'il y a un truc qui va apparaître. Oui, pour les gens qui sont nés à la fin des années 80, là, ben, vous avez à peu près le même âge que le GIEC. OK? Donc, ça a été créé en 1988 par l'OMM et le PNUE. C'est quoi ça? L'OMM, c'est l'Organisation météorologique mondiale. Donc, c'est l'organisation qui émet les standards en termes de mesures, de résultats, de tout ce qui a rapport à la dynamique du climat, le temps qu'il fait, comment on mesure la température, les précipitations, le vent, tout ça, tous les paramètres météo ou climatiques qui sont analysés sous différents angles, c'est l'OMM qui gère ça. Donc, l'Organisation météorologique mondiale basée à Genève et le Programme des Nations unies pour l'environnement, le PNUE, donc, qui est l'autre organisme qui a contribué à la création du GIEC en 1988. Suivant. Donc, 2 ans après, le GIEC sort son premier rapport dont on va reparler tout à l'heure, comment ça fonctionne, les différents rapports. Mais donc, 1990, le premier rapport qui est sorti, et ce rapport-là a vraiment été utile ou a servi de base pour la négociation, la signature de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, donc la CCNUCC, donc signée en 1992, c'était la conférence de Rio. Et donc ça, c'était la base juridique, si on veut, pour aider les pays à négocier entre eux pour voir comment on allait s'attaquer à cette problématique-là des changements climatiques. Suivant. Et donc, deuxième rapport qui sort en 1995. Donc, on est quelques années seulement, on est dans le cycle de négociation et de signature du protocole de Kyoto, qui est ce premier, si on veut dire, un premier effort international pour limiter, réglementer les émissions de gaz à effet de serre par les différents pays. Donc, qui devait entrer en vigueur en 2005. Donc, ça, c'était dans les années 90, le gros dossier, si on veut, du GIEC avec son deuxième rapport. Il y en a publié d'autres par la suite. Et si on va à la suivante, on progresse de quelques années maintenant. Donc, on se trouve en 2013-2014. On est maintenant rendu au 5e rapport du GIEC et qui a, encore une fois, le timing a fait en sorte qu'il a été très fondamental pour les négociations et la signature des accords de Paris sur le climat en 2015. Et si on va à la suivante, on est aujourd'hui donc très d'actualité, évidemment, c'est la COP26 qui commence à Glasgow. Et là, on est dans le 6e cycle de ces rapports-là, ces rapports d'évaluation. Et donc, il y a un premier rapport qui vient de sortir. Il y en a 2 autres, même 3 autres qui vont sortir dans la prochaine année. Suivante. Alors, comment ça fonctionne, le GIEC? Bien, dans le fond, il y a un bureau qui est aussi basé, si je ne m'abuse, à Genève, donc qui relève des Nations unies, de l'Organisation météorologique mondiale. Il y a un secrétariat qui est associé à ça. Et si on va à la suivante, entre guillemets, prochaine animation, en fait, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur les groupes de travail ou les working groups, qu'on appelle en anglais. Et il y en a 3, et chaque groupe va être attitré à on pourrait dire, un aspect ou un champ d'expertise relié au changement climatique. Et donc, le premier groupe de travail, c'est vraiment sur les sciences, appelons-les les sciences dures, sciences physiques naturelles, tout ce qui est les climatologues, les météorologues, les modélisateurs, les paléoclimatologues, les gens de terrain, les gens de laboratoire, donc tous les aspects physiques. Ça, c'est le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, c'est plutôt impact, vulnérabilité et adaptation au changement climatique. Donc là, il y a des gens qui vont étudier des aspects juridiques, politiques, sociaux, économiques. Il y a des gens de divers horizons qui vont être impliqués dans ce groupe de travail-là. Et finalement, le 3e groupe qui est vraiment sur les stratégies d'atténuation. On dit mitigation en anglais. Donc, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou comment séquestrer ou capter des émissions déjà existantes. Suivante.
Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il y a un rapport du GIEC qui sort, c'est le fruit, le résultat de plusieurs mois, voire plusieurs années d'efforts. Ça se fait sur le long terme. Et évidemment, dans la dernière année et demie, en contexte de pandémie, ça a été encore plus, on va dire, ça a été légèrement ralenti, avec raison. Et donc, si on pèse, ouais, si on pèse sur l'animation, entre le moment où on planifie un rapport, c'est-à-dire le moment où on va s'entendre sur, par exemple, la table des matières de ce que va comprendre le prochain rapport, les différentes sections, et le moment où ce rapport-là est publié, il y a toute une série intermédiaire de produire des drafts ou des versions préliminaires, les faire évaluer par des experts, les retourner aux auteurs qui vont ensuite faire équipe avec des représentants des pays, vont resoumettre une deuxième version du rapport qui va être encore une fois évaluée. Donc, il y a au moins deux versions, deux rounds ou deux rondes d'évaluation. Et à la fin, c'est voté et accepté par les assemblées plénières. Et donc, il y a le rapport qui sort. Donc, cette année, on est dans le 6e cycle de rapport, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 3-4 ans que ces efforts-là ont été amorcés. Suivant. Et donc, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les rapports d'évaluation, les Assessment Reports, qui ont lieu à chaque 5, 6 ou 7 ans. Et entre la publication de ces différents rapports-là, il y a aussi ce qu'on appelle les rapports spéciaux. Et vous avez les 3 derniers qui ont été publiés dans le dernier cycle, justement, là, vers lequel on culmine. Donc, de gauche à droite, le rapport spécial sur un réchauffement d'1,5 degré par rapport aux valeurs pré-industrielles. Au centre, les changements climatiques, vraiment sur les aspects d'écosystèmes terrestres, désertification, donc tout ce qui est le monde continental. Et à droite, ben, c'est les autres composantes, c'est-à-dire les océans et la cryosphère, donc pôle Nord, pôle Sud, ou la banquise, les glaciers de montagne, le pergélisol et tout ça. Et suivant. Donc, finalement, si j'essayais de résumer tout ça, les grands points, le GIEC, moi, je vois ça comme c'est vraiment un comité d'évaluation très rigoureux, c'est très transparent. Il y a plusieurs étapes de révision, de production du texte, comme je l'ai déjà mentionné. C'est aussi un partenariat un peu spécial et unique entre un groupe d'experts, de scientifiques et des décideurs, donc des représentants des pays qui sont membres. C'est aussi une source d'information crédible, bien, comme on va en reparler certainement cette semaine aussi. Les décideurs s'inspirent des conclusions des rapports du GIEC. Et puis moi, je vois ça, c'est ma touche personnelle en 4e point. C'est un peu comme, je vois ça comme un groupe de sages, c'est-à-dire que l'information sur les changements climatiques est énorme, c'est en pleine explosion depuis les dernières décennies et ça prend des gens qui connaissent le domaine pour faire le tri entre la bonne information, la vraie information crédible et tout le reste qui est malheureusement légion en cette ère de médias sociaux. Suivant. Donc, ça, c'est ce que c'est le GIEC, mais il faut savoir aussi que le GIEC, ce n'est donc pas un organisme de recherche. Les experts du GIEC ne financent pas de nouvelles recherches, ne produisent pas de nouveaux travaux scientifiques. Leur travail est de rassembler, de synthétiser ce qui se fait déjà et de dégager des consensus. Donc, il n'y a pas de nouvelle recherche qui se fait, on fait vraiment un job de compilation. C'est aussi, ce n'est pas un groupe politique, c'est vraiment un groupe de scientifiques et de représentants de certains gouvernements, mais il n'y a pas de lois qui vont s'écrire dans les rapports du GIEC. Il faut savoir ça aussi. Ce n'est pas un lobby, et contrairement à ce qu'on voit peut-être parfois dans les médias, le GIEC n'est pas un lobby ou un syndicat, n'a pas de cause politique à avancer. C'est vraiment de présenter les grandes conclusions des différentes études qui se font sur les changements climatiques. Et donc, à la fin, ce n'est pas une corporation, ce n'est pas quelque chose qui fait des profits. Les gens travaillent gratuitement, le font en plus de tout le reste du travail qu'ils accomplissent généralement. Donc voilà, c'est les grandes lignes du GIEC. Je passe la parole à mes distingués collègues. Donc, merci beaucoup. Donnez-moi juste un instant. Donc, je vais, sans plus attendre, laisser la parole au professeur Di Luca qui va pouvoir nous parler de manière plus détaillée du dernier rapport du GIEC. C'est quoi les principales conclusions, quoi retenir, bref. Donc, à l'instant, je vous lance la parole.
OK, excellent. Merci Annie, merci aux collègues des Dialogues pour le climat pour l'invitation. Et bien sûr, merci Frédéric parce qu'il a introduit parfaitement qu'est-ce que c'est le GIEC et qu'est-ce que c'est pas, parce que des fois, il y a certaines confusions. Alors, l'idée, c'est que je vais vous raconter un tout petit peu quelles sont les grandes lignes et les principaux constats du dernier rapport du GIEC. Et en fait, je commence avec certains chiffres pour illustrer la description qu'a fait Frédéric. Et pour ces rapports en particulier, alors, on était 234 auteurs de 65 pays différents. Et les rapports, alors, est basé sur l'évaluation de l'état des connaissances des changements climatiques et a utilisé à peu près 14 000 publications scientifiques qui ont été évaluées. Alors, comme a dit Frédéric, on ne fait pas la recherche nous-mêmes, on évalue qu'est-ce qu'il y a déjà publié et on a utilisé alors 14 000 publications. Et la transparence du processus alors est très importante et ça implique plusieurs cycles du processus de relecture. Et en particulier, on a reçu à peu près 78 000 commentaires. Chacun de ces commentaires est adressé. Et tous ces commentaires et les réponses sont publiés et alors tout le monde peut avoir accès. En particulier, on a eu des réviseurs, des experts et aussi des gens de gouvernement de 45 pays différents qui ont contribué à cette relecture. Alors, ça fait un rapport qui est très complet et rigoureux. Et je commence alors la présentation, si vous voulez, plus du rapport, avec un premier constat qui dit que les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et s'intensifiant. Ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Pour ça, je vais commencer pour vous montrer quelques graphiques qui nous montrent en fait un des indicateurs les plus connus, les plus populaires, que c'est comment la température à l'échelle globale, à la surface, a évolué dans les dernières 2000 ans à gauche et dans les dernières 150 ans à droite. Alors, ce que nous montrent très clairement les panneaux à gauche, c'est que les réchauffements qui ont suivi depuis 2 siècles à peu près, il est complètement hors de ce qu'on avait observé dans les 2001 précédents. Et en fait, si on regarde en détail, ce qu'on voit dans les panels à droite, par exemple, c'est que si on compare la dernière décennie, 2010 à 2019, ou on le compare avec la période, ce qu'on appelle pré-industrielle, qui va de 1850 à 1900, on a suivi alors un réchauffement de 1,1 degré. Mais ce qui est très important, et ce que les rapports fait des efforts très importants pour les montrer, c'est que les changements climatiques ne sont pas limités à des changements de température. Alors ici, je vous montre comment des autres variables ou des autres phénomènes sont affectés par les changements climatiques. En particulier, ce qu'on a observé, c'est que la concentration de CO2 est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. La montée des niveaux des mers est la plus rapide depuis au moins 3000 ans. La surface de la banquise arctique est la plus réduite depuis au moins 1000 ans. Et le recul des glaciers est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Ce qui nous montre en fait que les changements sont généralisés et ils sont sans précédent depuis au moins quelques milliers d'années. Le deuxième constat, c'est qu'il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. Et pour ça, je vous montre ici 2 panneaux. Les panels à gauche nous montrent quel est le réchauffement observé avec une certaine erreur. Voilà, on retrouve les 1,1 degré que j'ai mentionné avant. Et à droite, ce qu'on voit, c'est quel est le réchauffement qui est simulé par nos modèles climatiques en utilisant différentes hypothèses de quels sont les forçages qui jouent un rôle. Je vais vous expliquer plus en détail. Alors, la barre à gauche, celui-là que je montre maintenant, nous montre que si on inclut tous les forçages reliés à l'activité humaine, mais aussi les forçages naturels, on obtient un réchauffement selon notre simulation qui est très similaire à 1,1 avec un certain barre d'erreur un tout petit peu plus grand.
Alors, si seulement on inclut dans nos simulations l'augmentation des gaz à effet de serre, en fait, ce qu'on obtient, c'est un réchauffement qui est de 1,5 degrés, bien plus important de ce qu'on observe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en partie, l'augmentation des températures due au gaz à effet de serre est compensée et partiellement masquée par des autres particules de pollution qu'on émet. Les activités humaines émettent aussi ces particules de pollution qu'on appelle des aérosols, qui ont un effet à refroidir la température parce que ces particules ils tendent à réfléchir les rayonnements qui arrivent du soleil. Si on considère quel est l'effet depuis la période pré-industrielle de 1850 à 1900 par des effets, des facteurs naturels ou de la variabilité interne, en fait, on voit qu'en moyenne, l'effet est zéro. Il y a une certaine marge d'erreur et cet effet peut être assez important à l'échelle régionale, mais quand on fait des moyennes sur tous les globes, ces effets sont zéro. Et qu'est-ce que ça veut dire des facteurs naturels? Ça veut dire, par exemple, des changements dans les rayonnements qu'on reçoit du soleil ou, par exemple, des effets d'éruptions volcaniques. Et dans la variabilité interne, ce qu'on considère, c'est, par exemple, comment affecte la température moyenne globale des phénomènes de basse fréquence, par exemple El Niño ou la Niña. Et eux, ils ont des influences très importantes sur la variabilité interannuelle, mais sur la variabilité décennale à l'échelle globale, on voit que l'effet est quand même zéro. Ce que nous montre alors cette figure très clairement, c'est que l'unique façon, en fait, l'intégralité du réchauffement qu'on observe est reliée à l'augmentation des gaz à effet de serre, partiellement masquée par la présence des aérosols qui sont aussi reliés à l'activité humaine. Troisième constat, il dit que les changements climatiques affectent déjà toutes les régions de la Terre et rendent les phénomènes climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses, plus fréquents et plus graves. Et pour vous montrer ça, en fait, je vais vous montrer des résultats à l'échelle régionale. Je profite pour vous dire que ce rapport, un tiers du rapport est consacré à l'information climatique à l'échelle régionale, ce qui est bien plus important que des rapports précédents. Et en fait, les terres sont divisées dans 45 régions terrestres, comme vous voyez dans la carte à gauche de votre écran. Et en fait, la façon qu'on va vous montrer des graphiques, c'est qu'on va associer à chacune de ces régions, de ces 45 régions, une hexagone, comme il est montré dans la figure à droite. Alors, je commence pour vous montrer quels ont été les changements dans les extrêmes chaudes dans les dernières 70 ans, c'est-à-dire depuis 1950. Qu'est-ce que c'est un extrême chaude? Grosso modo, la façon la plus claire de penser à ça, c'est vous pensez à quelle est la journée la plus chaude de chaque année et vous regardez comment cette journée a évolué depuis ces 70 ans. Et ce qu'on voit alors, c'est que toutes les régions qui sont en rouge, il nous dit que dans ces régions, les changements, les extrêmes chaudes ont augmenté depuis 1950. 41 sur 45 régions montrent des augmentations. L'autre information importante que nous donne cette figure, c'est relié au nombre de petits points que vous voyez dans chacun de ces hexagones. Et le nombre de ces petits points nous dit quelle est la confiance qu'on a de que l'activité humaine a contribué à ces changements des extrêmes chaudes. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart de ces hexagones ont bien 2 ou 3 points, c'est-à-dire qu'on a une confiance modérée ou haute que l'activité humaine a eu à voir avec ces changements-là. Je peux aussi vous montrer qu'est-ce qui se passe avec les précipitations extrêmes. Encore une fois, pour penser à ça, vous pensez quelle est la pluie torrentielle la plus forte pour chaque année, et vous voyez comment ces journées-là, dans lesquelles la pluie torrentielle est arrivée, et a évolué dans les dernières 70 ans. Alors ici, c'est important de clarifier qu'il y en a certaines régions en gris, et toutes ces régions en gris, en fait, c'est des régions dans lesquelles on a ou bien peu de données, ou bien peu d'études qui ont regardé à ce type de métriques. Et alors,
Si on considère les régions qui ne sont pas grises, on voit que la plupart des régions, encore une fois, montrent une augmentation des extrêmes de précipitation. 19 régions au total, beaucoup d'entre eux qui sont dans les moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord. Il y en a certaines régions, ceux qui sont enrayées, qui sont des régions dans lesquelles on a certaines inconsistances entre les changements qu'on observe là-dedans. Alors, on ne peut pas dire s'il y a eu une augmentation ou une diminution. Pour compléter un peu cette illustration de comment les extrêmes climatiques ont changé dans les dernières, depuis 1950, je vous montre aussi comment sont changées les sécheresses agricoles. Et alors, qu'est-ce que c'est les sécheresses agricoles? Les sécheresses agricoles, c'est des périodes avec une humidité du sol bien au-dessus de la normale. Et ce qu'on voit alors, c'est que, premièrement, vous pouvez remarquer qu'il y en a beaucoup de régions dans lesquelles les changements sont un peu inconsistants, c'est-à-dire on ne peut pas dire s'il y a une augmentation ou une diminution. Mais il y en a quand même, quand on regarde la carte, une direction associée au changement climatique qui est très claire, qui est reliée à une augmentation des sécheresses dans beaucoup de ces régions. 12 en particulier montrent une augmentation, seulement une montre une diminution au nord de l'Australie. La plupart des régions qui montrent une augmentation sont des régions dans lesquelles ils ont un climat de type méditerranéen et la précipitation diminue particulièrement dans la saison sec. Alors, un autre constat, c'est qu'au moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degré sera hors de portée. En fait, je vous montre cette graphique qui nous montre exactement l'évolution de la température à l'échelle globale, dépendamment jusqu'au 2100, dépendamment de quel type de scénario on suivra dans les prochaines décennies. Vous voyez très clairement que la température à l'échelle globale dépend très, très fortement des scénarios des émissions de gaz à effet de serre. En particulier, on peut voir que n'importe quel scénario, la température augmente jusqu'en 2050. Et ça, c'est relié au fait que même si on fait des efforts extrêmement importants dans les prochaines décennies, il y a une certaine inertie dans la société qui ça veut dire qu'on va continuer à émettre du CO2, c'est-à-dire qu'on va continuer à augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère et va amener à des augmentations de température. On voit aussi que seulement les deux scénarios qu'on j'ai appelé ici très basses ou basses émissions de gaz à effet de serre vérifient que la température globale reste en-dessus de 2 degrés, que c'est le seul qui, par exemple, a été accordé dans l'accord de Paris. Si, par exemple, on continuera à émettre des CO2 comme on l'a fait aujourd'hui, on émet à peu près 40 gigatonnes de CO2 par année, alors on retrouvera l'évolution des températures associée à ce scénario intermédiaire. Il faut dire qu'ici, j'ai inclus, chacune de ces lignes inclut la meilleure estimation, mais évidemment, il y en a une certaine incertitude pour chacun des scénarios qui est relié, par exemple, au modèle qu'on utilise pour faire cette prévision, cette projection. Alors, pour les cas intermédiaires, si on reste à émettre comme on le fait aujourd'hui, pour la fin du siècle, on obtient des températures qui vont varier entre 2,1 degrés et 3,2 degrés à peu près. Et bien sûr, il y en a encore des scénarios dans lesquels on va continuer à émettre même plus de ce qu'on émet aujourd'hui. Ces deux scénarios très élevés et élevés, dans lesquels la température peut monter jusqu'à 4 ou 5 degrés. Mais bon, aujourd'hui, on pense que ces deux scénarios sont un tout petit peu moins plausibles vu qu'on commence à prendre certaines mesures. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est que si on regarde l'évolution de la température globale en fonction des cumuls des émissions de CO2, on retrouve une relation qui est à peu près linéaire et qui dépend peu des scénarios.
c'est-à-dire que chaque tonne de CO2 qu'on émet amène à une augmentation de la température. Et ça veut dire aussi que si on veut limiter les réchauffements à 1,5 degré, par exemple, on a seulement une quantité fixe de CO2 qui peut être émis. Mais c'est peut-être plus intéressant que regarder la moyenne globale de la température, c'est regarder un tout petit peu comment différentes régions vont évoluer pour différents seuils de température. Et c'est ça que vous voyez dans cette figure ici. Vous voyez la carte des changements de température moyenne pour un seuil de 1,5, de 2 et de 4 degrés. Et ce que vous voyez, c'est que le réchauffement régional peut être bien plus important que le réchauffement global. En particulier, par exemple, les régions terrestres se réchauffent à des taux qui sont bien plus importants que les océans. Et aussi, vous voyez très clairement que les régions polaires, en particulier l'Arctique, ils se réchauffent à des taux qui sont bien plus importants que l'échelle globale, de l'ordre de 3 fois plus rapidement. Il y en a aussi, comme vous pouvez voir par exemple, dans l'Amazonie, certains processus qui peuvent donner à des réchauffements très importants, par exemple dans l'Amazonie, de l'ordre de 2 fois plus important que le réchauffement global. Et on peut aussi regarder qu'est-ce qui se passe pour des autres variables. Par exemple, si on considère la moyenne des précipitations pour chaque région pour différents seuils de réchauffement global, et vous voyez que maintenant, la réponse est bien plus contrastée, c'est-à-dire ce n'est pas une augmentation uniforme ou partout, mais il y en a certaines régions qui vont en fait avoir une diminution de la précipitation moyenne et des autres qui vont avoir une augmentation de la précipitation moyenne. La diminution alors est associée à ces couleurs jaunes ou marron et l'augmentation à des couleurs de l'ordre plutôt vert. Et c'est en termes relatifs au présent, et les changements peuvent varier entre moins 20% et jusqu'à 30 ou 40% d'augmentation dans certaines régions, particulièrement dans les tropiques, mais systématiquement aussi dans les régions qui suivent un réchauffement plus important, par exemple dans l'Arctique. Et la figure, ça serait un tout petit peu différent encore, mais encore, oui, avec des différences spatiales importantes, et je vous montrerai par exemple comment les extrêmes de précipitations changent à l'échelle globale. Alors, un autre constat, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour certains changements dans les systèmes climatiques. Et ça, c'est le cas parce qu'il y en a certaines composantes du système climatique qui sont dites lentes, qui vont continuer à changer, même si on arrête aujourd'hui d'émettre des CO2 ou des autres gaz à effet de serre. Et c'est le cas, par exemple, pour la température de l'océan, qui va continuer à augmenter, pour la calotte de Groenland, qui va continuer à fondre, et en général pour les niveaux de la mer, qui vont aussi continuer à augmenter. Et pour illustrer un tout petit peu les projections de changement de niveau de la mer, je vous montre ces deux figures ici. La figure au centre vous montre comment le niveau de la mer va évoluer jusqu'en 2100 selon différents scénarios climatiques que j'ai présentés avant. Et ce que vous voyez alors, c'est que pour la fin du siècle, on a une augmentation moyenne du niveau de la mer globale qui varie entre 0,5 mètres et 1 mètre, dépendamment de quel scénario on suivra. Cette figure vous montre aussi une ligne pointilleuse qui nous dit comment le niveau de la mer va changer selon un scénario à basse probabilité, mais à fort impact. Par exemple, dans un cas dans lequel les glaces de l'Antarctique commenceront à fondre. C'est un cas extrême, très peu probable, mais qui peut donner des impacts très, très importants. Et dans ces cas-là, alors, on peut observer des augmentations du niveau de la mer pour le 2100 qui sont de l'ordre de 1,5 à 2 mètres. La figure à droite, un tout petit peu petite, vous montre en fait quelles sont les projections qu'on a pour le niveau de la mer pour l'année 2300.
Et là, vous voyez que pour les scénarios, même les scénarios avec des émissions très basses, on a une augmentation de l'ordre qui varie entre 0,5 et 3 mètres. Et pour les scénarios avec des émissions plus importantes, ça varie entre 2 et 7 mètres. Alors là, on voit bien que certains changements vont continuer pour plusieurs centaines d'années ou même des milliers d'années. Alors, en général, pour limiter le réchauffement de la planète, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de méthane et des autres gaz à effet de serre. Et il faut dire aussi que cela permettra non seulement de réduire les conséquences des changements climatiques, mais aussi, en général, d'améliorer la qualité de l'air. Beaucoup des émissions des activités humaines ont des conséquences pas seulement sur le climat, mais sur la qualité de l'air, par exemple. Et avec ça, j'ai fini et je profite pour, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, voici sur la page, les websites de l'IPCC, du GIEC. La plupart des documents sont pour l'instant en anglais, mais on commence à avoir des traductions vers les français, par exemple. Il y a aussi un atlas interactif qui nous permet de faire de regarder, de faire notre propre graphique, de regarder des régions en particulier, de regarder certains scénarios, de différentes variables, etc. Et voilà. Et il y en a plusieurs documents très intéressants, par exemple, des documents qui répondent à des questions fréquentes, des documents comme ce que j'ai basé la présentation ici, que s'appelle Résumé à l'intention des décideurs, et que seulement une cinquantaine de pages, ou bien sûr, vous pouvez aller directement sur les rapports au total qui a à peu près 2000, 3000 pages. Voilà, merci. Et si vous avez des questions, on essayera de répondre. Merci beaucoup, M. Di Luca. Donc, merci à vous deux, en fait, pour ce tour de table. On voit donc, avec ce que vous avez présenté aujourd'hui, que ce premier rapport-là nous fait vraiment nous rappeler qu'il y a un écart profond qui existe à l'heure actuelle entre l'ambition climatique qui est nécessaire, si on veut, pour arriver au scénario que vous évoquez, les scénarios les plus optimistes et idéalement le plus optimiste, et ce que les dirigeants politiques ont mis sur la table actuellement à l'aube de la conférence de Glasgow. Et donc, je me permets peut-être d'ouvrir une période de questions à tous ceux et celles qui participent activement là, depuis le début de la rencontre d'aujourd'hui. Si vous avez donc des questions, ce serait le moment. Vous pouvez les poser dans le chat. Sinon, vous pouvez tout simplement lever votre main pour que je puisse vous voir et vous entendre pour qu'on puisse commencer les échanges. Sinon, moi, j'ai plusieurs questions pour vous deux, donc ça ne m'inquiète pas trop, mais j'aimerais voir le public en premier commencer à poser des questions. Donc, oui, donc il y a une première question qui s'adresse à M. Bouchard. On dit que le GIEC n'a pas de rôle politique en tant que tel et n'émet aucune recommandation aux dirigeants. Est-ce que vous voyez ce rôle-là, donc joué par le GIEC comme étant une force ou une faiblesse à la lumière de l'urgence climatique qui ressort du dernier rapport? Quelle belle question. Oui, c'est une très bonne question. C'est une excellente question qui va, dans le fond, je pense, ça va toucher au cœur de ce que fait un scientifique, de c'est quoi la responsabilité, la description de tâche d'un chercheur. Et je pense, moi, que le GIEC n'a... Enfin, il y a plusieurs façons de réfléchir à ça, là, mais jusqu'à un certain niveau, le GIEC ne pourra pas, ou voire, je pourrais même dire, ne devrait pas faire, je pense, d'action politique, on va dire, revendicatrice, parce que moi, de toute façon, en tant que scientifique, puis je pense que je ne sais pas à quel point je suis représentatif, mais j'ai mes opinions de citoyen quand il est le temps de réfléchir à des politiques publiques. Et j'ai mon chapeau de scientifique quand il est question des données sur qu'est-ce qui se passe vraiment avec le climat, qu'est-ce qui s'est passé dans le climat, dans le passé géologique, qu'est-ce qui pourrait arriver avec ça dans le futur. Et là, on est vraiment dans
Les scientifiques sont vraiment attachés au sérieux des données. Donc, on va toujours s'en remettre aux données. On ne veut pas faire parler les chiffres au-delà de ce que les chiffres représentent. Il y a une rigueur intellectuelle qui va avec la job de scientifique. Et c'est là, je pense que le GIEC peut et doit faire des recommandations, dégager des consensus sur ce qu'on sait en termes de climat, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et je pense aussi d'ailleurs dans les autres groupes que je connais moins, les working groups, là, les groupes de travail, par exemple, sur les mesures d'atténuation, il y a des idées, des très bonnes idées qui sont mises de l'avant, puis des scénarios. Mais de là à demander au GIEC qui soit plus, je dirais, revendicateur politiquement, je sens qu'il y a des obstacles, je sens qu'il va y avoir des écueils qui vont venir parce que, et je m'inclus là-dedans, comme scientifique, quand on évalue des rapports, des articles, on met notre chapeau tu sais, de chercheur et c'est la donnée qui doit parler. Et on doit mettre de côté nos opinions politiques, même si, personnellement, comme citoyen, on peut être impliqué. Mais comme chercheur membre du GIEC, j'en doute. Je serais curieux d'entendre Alejandro là-dessus parce que il a été, dans le fond, vous avez été là, impliqué directement là-dedans, puis je peux présumer qu'il y a eu aussi quand même des aspects éthiques ou des aspects là, philosophiques de votre propre rôle. Là. Mais moi, personnellement, j'ai des gros doutes, enfin. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter? Oui. Et je pourrais compléter un tout petit peu ce que Frédéric a dit. Effectivement, la question, ça se pose très souvent. Et quel rôle on devrait prendre? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler, que c'est très important, c'est que éventuellement, les Summary for Policymakers, ça s'appelle les résumés à l'intention des décideurs, est approuvé pour tous les pays. Et ça donne une certaine autorité au rapport que l'on n'aurait pas si ça ne serait pas le cas. Alors, je pense que c'est assez important de que les documents et que la mission du GIEC reste neutrale et que ça sert après pour que les décideurs finalement puissent prendre les décisions. Et nous, comme dit Frédéric, comme citoyens, on peut aussi supporter certains politiques ou autres, mais que le GIEC reste neutral, je pense que c'est important. Je me permets peut-être juste, avant de prendre les deux autres questions, juste de pousser un petit peu plus la logique parce que dans votre présentation, M. Di-Luca, on voit qu'il y a des endroits dans le monde, puis nommément les pays en développement, où très souvent il y a des absences de données, qui fait en sorte que finalement, on a là aussi des éléments un peu partiels et que si ce n'est que de ne pas jouer un rôle politique, ça crée quand même un biais potentiel et que, par exemple, le GIEC, pensez-vous qu'il y a ces réflexions-là sur, peut-être qu'il faudrait à ce moment-là trouver des avenues de financement de la recherche pour avoir ces données-là tangibles qui permettent d'avoir un portrait plus exhaustif, plus englobant et qui permettent aux pays en développement de faire face parce que s'il nous manque des données, je pense que, en fait, le scénario n'est pas favorable à leur égard. Oui, je suis complètement d'accord. Pardon, Frédéric. Non, vas-y. Je suis complètement d'accord. Je pense que beaucoup de ces constats, on les apprend parce qu'on fait cette revue très exhaustive et nous montre qu'effectivement, il y en a certaines régions dans lesquelles ou bien on n'a pas de données ou bien on n'a pas des études. C'est aussi parce que certaines régions qui peut-être ont des données n'ont pas, personne n'a regardé à ces données-là. Et bien sûr, ça n'arrive pas dans les pays développés parce qu'il y en a suffisamment de chercheurs pour regarder à presque tout ce qu'il faut, mais ça arrive dans des pays en voie de développement. Alors, je suis d'accord. Oui, c'était juste pour un peu compléter en parallèle, c'est qu'un des effets de ces rapports-là du GIEC, oui, certainement, il y a des recommandations qui sont faites, il y a des consensus qui sont dégagés. Et aussi, ça arrive que, justement, le but de ces synthèses-là, c'est de voir là où il y a des trous dans les données, là où il nous manque d'informations. Et un des objectifs, je ne sais pas à quel point il est explicite dans le mandat du GIEC, c'est aussi, d'ailleurs, de
de tracer un peu la voie ou de nous indiquer vers où on devrait poursuivre les recherches de façon prioritaire pour aller amasser les données qui nous manquent. Je sais que dans la communauté, je me doute bien que dans la communauté des modélisateurs, par exemple, ça a été ça d'un rapport à l'autre du GIEC. Il y avait certaines recommandations où on disait, ben ça nous prend précisément des données ça nous prend plus de données dans tel type de paramètres, par exemple. Et ben, je pense qu'il y a ça aussi, quand il y a un rapport du GIEC qui sort, ça trace la voie aussi pour là où on devrait fouiller davantage. Puis ça implique évidemment des régions géographiques qui sont moins couvertes. Ouais. Merci. Maintenant, une question de Madame Blandine Sibilo. Blandine, tu peux ouvrir ton écran et poser la question. Puis ensuite, on a Madame Romano Toramanian. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si, concernant les solutions d'atténuation qui sont recommandées par le GIEC, est-ce que ce rapport-là met à jour les solutions qui ont déjà été présentées dans les rapports précédents, ou là, on fait juste un état des lieux en fait de la science climatique? Et puis, j'aurais une autre deuxième question, mais si on a le temps, peut-être après, à Madame Romano. Merci. Comme Frédéric a montré tout à l'heure, en fait, les rapports, la sixième version du rapport, en fait, comprend 3 parties. Il y a différents groupes de travail. Pour l'instant, ce qui a été publié, c'est seulement la partie qui est reliée au groupe de travail 1, qui est la science des changements climatiques. La deuxième partie est reliée aux impacts et adaptations, et la troisième partie est reliée plutôt aux solutions. Alors, celui-là va être publié, si je ne me trompe pas, c'est mars 2022 ou quelque chose par là. Et alors, oui, ça va mettre à jour tout ce qu'on connaît des solutions en termes de changement climatique. Et Frédéric, tu veux compléter aussi? Non, c'était juste pour, préciser que normalement, c'est mars 2022 pour le 3e groupe de travail et peut-être juste avant ou juste après pour le groupe de travail numéro 2 sur impact, vulnérabilité et adaptation. Donc, d'ici la moitié de l'an prochain, là, au cours de l'année 2022, les 3 groupes de travail vont avoir remis chacun leur rapport. Et à la suite de ça, j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, il y a un rapport synthèse, si on veut, qui est produit, qui va aller chercher les grandes lignes des 3 rapports des différents groupes de travail. Donc ça va être publié normalement au courant de l'année 2022. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse la parole, Mme Romano Tomaranian. Moi, je voulais dire, je suis allée avec la délégation là, à la COP 21 là, en 2015 à Paris. Et à mon retour, j'avais vraiment épluché le rapport du GIEC 5. Et tout était là, tout était dit à propos de ce qu'il fallait faire, de l'état des lieux et tout était déjà là. Et pourtant, depuis, rien n'a été fait. Comment expliquer ça? Parce que les mises en garde, le rapport du GIEC 5 était excellent. Je l'avais vraiment épluché. Tout était là. Comment expliquer qu'on se réveille maintenant? Une belle question que je suis contente de ne pas avoir à répondre. Donc, je ne sais pas si je laisse M. Bouchard commencer, puis ensuite M. Di Luca. Oui, c'est une excellente question. Elle est là qui rejoint des gens peut-être plus en sciences politiques, n'est-ce pas, chers collègues? Non, c'est pas vrai, je ne ferai pas exprès. C'est que là, on passe de la recommandation par rapport à ce qu'on sait sur le climat et sur les différentes mesures. Et ça, c'est des recommandations, des suggestions qui sont synthétisées dans un rapport. Et après, ce sont aux décideurs de partir avec ça puis d'en prendre compte ou pas dans leur stratégie climatique, dans les efforts de négociation qui vont être faits. Et là, cette semaine, on va en entendre parler, j'imagine, à chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qui a rencontré qui? On est en plein dans ce processus-là
de à quel point les recommandations, les suggestions, les conclusions scientifiques vont être prises en compte. Le passage du scientifique vers le politique, oui, gros challenge, c'est sûr. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter, mais j'avoue que moi, je n'ai pas de solution magique. Je ne sais pas comment améliorer, peut-être plus de vulgarisation pour que la population mette davantage de pression sur leurs dirigeants, s'impliquer un peu davantage, aller voter à plus que 50 quelques %, je ne sais pas. Mais c'est comme si on attend que ça brûle. On attend. On attend de frapper le mur. Ouais. Monsieur Di Luca? Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis complètement d'accord avec l'appréciation de Jacqueline qu'on a l'information qu'on a depuis un moment, on a l'information qu'il nous faut pour agir ou commencer à prendre des mesures. Même si ces rapports ils ajoutent beaucoup d'informations, par exemple à l'échelle régionale, au niveau de la sensibilité climatique, beaucoup d'innovations. Je pense on avait déjà l'information nécessaire pour agir. Et les raisons pour lesquelles on ne les fait pas, c'est vraiment, je ne sais pas. C'est certain qu'il y a des gens qui font probablement des sciences humaines qui pourraient répondre un peu mieux de pourquoi les sociétés ont réagi relativement lentement à certains changements. Voilà. Je vous invite peut-être, Madame Turamanian, de venir demain. Enfin, on fait une conférence qui porte sur l'histoire du GIEC, sur l'évolution, sur les ondes de fracture demain matin. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, votre question pourra être répondue par des juristes, des politologues, des spécialistes du domaine des politiques climatiques internationales. Je pense que ça va les mettre peut-être plus à l'aise que demander aux scientifiques techniques d'exposer le rôle du politique dans tout ça. C'est à quelle heure demain? Si ma mémoire est bonne, et je demanderai aux gens de valider dans le chat aux organisateurs, mais demain 9h, demain matin, 9h. Maintenant, je voyais qu'il y avait Mme Agathe Moreau qui avait une question. Je ne sais pas si elle était promue comme panéliste. Juste un instant. Ah, OK. Non, je ne la vois pas. Sinon, pendant qu'elle revient, elle reviendra à ce moment-là, j'ai M. Steve Pronovo qui avait une question. Je vois Agathe. Pardonnez-moi, M. Pronovo, on va y aller dans l'ordre. Donc, Madame Moreau, voulez-vous présenter votre question, ouvrir votre micro? Oui. Oui, d'abord, merci beaucoup pour la présentation. C'est super informatif. Je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir répondre à la question là, dans un court laps de temps, mais je me demandais, vous présentiez là, différents scénarios, différents changements climatiques qui sont irréversibles, même si on minimise au maximum nos émissions de GES. Je me demandais si vous pourriez nous expliquer un peu plus pourquoi il y a certains scénarios qui sont effectivement irréversibles. Oui. Alors, si par exemple, demain, on serait neutre en termes de carbone, c'est-à-dire qu'on émet zéro carbone, la température réagirait, c'est-à-dire l'augmentation de température, ça s'arrêtera tout de suite. Et ça ne veut pas dire que la température va revenir à ce qu'on avait avant. Effectivement, la température va rester à ce qu'on est aujourd'hui, 1,1 degré. Mais il y en a certaines composantes du système climatique, par exemple, tous les composantes qui sont reliées à la glace ou à l'eau, qui sont bien plus lentes. Et ils ont une certaine inertie que même si on arrête ça et alors l'atmosphère va réagir très, très rapidement, et ces composantes bien plus lentes ne vont pas réagir tout de suite, alors ils vont continuer à se réchauffer ou à fondre, etc. Alors, l'irréversibilité est en fait un peu associée au temps de réponse de la composante qu'on regarde. Merci voilà. beaucoup. Mais encore une fois, Agathe, tu peux aller regarder dans les rapports et tu vas trouver bien plus d'informations pour cette question-là. Parfait, merci beaucoup. Donc, je me permets de lire la question de M. Pronovo. Donc, en lien avec la capacité des pays grands émetteurs de GES de diminuer significativement leurs émissions, qu'est-ce qui vous donne espoir pour l'avenir et qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Donc, je commencerai peut-être par M. Bouchard et ensuite M. Di Luca.
Oui. Ben, je pense qu'au niveau, en fait, le cas du Québec dans le Canada est un assez bon exemple, je trouve. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau canadien, parfois on peut avoir l'impression que on parle beaucoup, mais on agit peu. En fait, si je me fie à ce qui s'est passé entre le dernier rapport du GIEC et le prochain qui est en train d'être publié, il y a eu, oui, un changement de gouvernement, il y a eu il y a eu des annonces, mais en termes de est-ce que ça a été efficace pour limiter, diminuer, stabiliser nos émissions de GES? Je ne suis pas certain. Ça a trait à la complexité de la Fédération canadienne où il y a différentes provinces qui ont différents intérêts, différents objectifs et différentes capacités de, je pense, s'adapter puis d'adapter leur économie. Puis, ben, ce que j'allais dire avec ça, c'est que si le cas peut-être à l'échelle canadienne est moins encourageant, le cas au Québec, j'ose croire, puis peut-être que j'empiète sur les événements plus tard dans la semaine, incluant celui de demain matin, mais je pense qu'à l'échelle du Québec, on a la chance d'avoir un réseau électrique qui est basé sur l'hydroélectricité qui déjà est nettement moins émetteur si on compare à d'autres régions du Canada. Le défi au Québec, c'est les transports, je pense. Donc, tu sais, il y a des États ou des villes même qui ont ce qu'il faut, je pense, pour mettre en place des mesures puis agir. Et parfois, il y a peut-être moins d'inertie au niveau urbain ou provincial ou à l'échelle des États aux États-Unis, par exemple, nommons la Californie. Parfois, ces États-là ont peut-être plus de flexibilité pour agir par rapport à l'État fédéral. Et puis ça, je pense, c'est dans la catégorie que je mettrais ça dans la catégorie encourageant, certainement. Merci. Monsieur Diluca? Je n'ai pas grand-chose à ajouter non plus. Je pense que c'est encourageant que j'ai l'impression qu'il y en a quand même au niveau société. On commence à demander des politiques et des changements à des niveaux plus importants qu'avant. Et effectivement, ça rend… Évidemment, ce n'est pas nécessairement partout que c'est le cas, mais au moins, par exemple, ici au Canada, on commence à le sentir un peu plus. Et ça, évidemment, ça peut faire que les changements se produisent bien plus rapidement qu'ils se sont produits jusqu'à maintenant. Mais bon, je ne pense pas que c'est le cas dans tous les pays au monde pour l'instant. Il y en a probablement certains grands émetteurs qui ne sont pas là encore. Alors, voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est encourageant, qu'est-ce que ce n'est pas. Merci. Je vois qu'il y avait aussi une question de Mme Larsonneur. Est-ce que vous voulez la présenter directement? Je vois que vous avez été mis comme panéliste, donc vous pouvez ouvrir votre micro et poser directement votre question si vous souhaitez. Oui, j'arrive. Merci. Oui, ben écoutez, moi, c'est dans la continuité dont on parlait d'avoir un beau rapport à l'échelle mondiale, mais maintenant aussi régionale, ce qui est hyper intéressant. Puis, je trouve que là, je voudrais faire le lien avec le fait qu'il y ait des décideurs qui ne prennent pas les décisions alors que toutes les données maintenant sont là. Et moi, je voudrais savoir c'est quoi la stratégie de communication qu'on va avoir de ces résultats pour le Québec, puis notamment de sensibiliser les ministères et organismes du Québec à ces constats pour que puissent prendre ces décisions à l'échelle régionale et faire remonter après l'information, etc. C'est plutôt, on a un très beau rapport, très parapluie, très mondial, ce qui est vraiment intéressant. Mais pour prendre des décisions au niveau local, il faut qu'on fasse redescendre. Et je trouve qu'il y a vraiment une plus-value, qu'on ait maintenant une vision un peu plus régionale. Puis là, je suis désolée, je vais faire du pouce, mais Monsieur Diluca, je vous ai invité à venir au ministère, s'il vous plaît, pour faire une présentation, pour vulgariser et sensibiliser d'autres ministères. Je vais porter mon chapeau. Je travaille au ministère des Transports en gestion des risques et on travaille avec d'autres ministères, ministère des Affaires municipales, ministère de l'Environnement, Faune, Flore et Parc, etc. Donc, ce serait vraiment intéressant, s'il vous plaît, de venir nous faire redescendre l'info très, très localement aussi chez nous pour qu'on puisse après faire notre bout de chemin et sensibiliser nos politiques. Merci beaucoup pour votre question. Je vous laisse répondre, M. Diluca. Oui, mais encore une fois, c'est une question qui est bien au-delà de moi-même.
effectivement, je suis complètement d'accord. Une fois que le rapport est produit, il faut les vulgariser et il faut les présenter et que soit disponible pour que les décideurs éventuellement puissent l'interpréter et savoir quoi faire avec. Mais bon, moi, comme un petit scientifique, j'ai fait un peu ma part, j'ai fait des présentations ici et là. Quelle est la politique du gouvernement pour, par exemple, présenter ces rapports à ces ministères, etc. Je n'ai aucune idée. Ça, je ne le sais pas. Mais merci pour l'invitation, Aurélie. Et certainement, je communiquerai avec toi pour voir si on peut organiser ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que M. Bouchard voulait répondre aussi sur ce volet? Ben, c'était peut-être juste un petit complément d'info. Je me pose la question. Je suis pas membre nécessairement actif du consortium Ouranos pour le nommer là, au Québec. Mais il y aurait certainement des ponts à faire entre certains ministères, des municipalités, des différentes universités, Hydro-Québec. Bref, il y a plein de partenaires là-dedans. Je vous rassure, Ouranos est dans un projet avec nous, notamment sur l'érosion côtière, submersion marine, puisqu'on a des routes très vulnérables et on travaille avec eux là-dessus. Oui, je suis au courant de ça, mais je dirais même pour la communication, la vulgarisation, ou justement, comme on dit, faire descendre le rapport. Il me semble qu'il y aurait peut-être, je peux concevoir que les gens d'Ouranos soient un petit peu occupés ces jours-ci, mais il y a certainement cette piste-là. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je propose peut-être une question qui nous ramène un peu sur les données que vous avez évoquées tout à l'heure, M. Di Luca, en parlant des aérosols, en disant que normalement, on serait dans une situation actuelle à 1,5 d'augmentation, mais que de par d'autres activités humaines aussi, notre pollution notamment, ça permet, avec les aérosols, de garder la barre actuellement sous les 1,1 degrés. Est-ce que les modélisations actuelles font état quels sont les risques ou les enjeux qu'ont fait cette modélisation-là, que s'il y a des réductions drastiques, amélioration de la qualité de l'air, il n'y a pas non plus cet autre effet de rétroaction qui, finalement, maintiendrait un statu quo plutôt que de limiter la température comme on le souhaite? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Si on tient en compte de ces aérosols et c'est fait dans le climat, oui. La réponse est oui. Les modèles, ils considèrent, ils sont des aérosols qui évoluent de la même façon qu'évoluent les gaz à effet de serre. Et alors, les projections, ils combinent les processus reliés à gaz à effet de serre et les aérosols. Par exemple, c'était très intéressant de voir que pendant la pandémie, surtout tout au début, quand il y a eu une réduction très, très importante de la circulation en général, de l'activité industrielle et humaine en général, en fait, on a vu qu'on émettait bien moins de gaz à effet de serre, mais aussi on émettait bien moins des aérosols. Ce qui a donné que presque les changements de température associés à cette baisse de l'activité, en fait, étaient presque zéro. Une compensait l'autre. Alors, effectivement, c'est très important parce que, par exemple, une des politiques qui amènerait à des diminutions des aérosols plus rapides que les gaz à effet de serre, en fait, il y aura une conséquence d'une augmentation de la température qui est reliée au fait qu'une diminue plus rapidement que l'autre. Alors, dans les scénarios, c'est compris, les modèles, ils prennent en compte et c'est très important. Il y a aussi peut-être mentionné, et c'est aussi important, c'est que les gaz à effet de serre, il y en a des différents sorts dans le sens que la durée de vie de certains gaz à effet de serre est très différente. Par exemple, le CO2 a une durée de vie de plusieurs centaines d'années et c'est un gaz qui va rester dans l'atmosphère pendant très longtemps. Mais le deuxième contribueur au gaz à effet de serre, c'est le méthane. Et le méthane, c'est une durée de vie très, très courte. Ça veut dire que si on arrive à réduire les émissions de méthane, on aura une réponse qui est très, très rapide en termes de gaz à effet de serre. Et en fait, ça agit presque comme une espèce d'aérosol, mais bien sûr, l'effet de réchauffement au lieu de refroidissement. Merci beaucoup. Je vois qu'une autre question. Donc, Blandine avait cette seconde question qu'elle souhaitait poser. Merci, Annie. Oui, en parlant des émissions de méthane, justement, j'avais une question en lien avec la prise en compte du méthane qui est enfermé dans le pergélisol. Est-ce que ces boucles de rétroaction-là, on sait que plus ça se réchauffe,
et plus le pergélisol va fondre et donc ça va libérer du méthane. Donc, il y a une rétroaction positive. Est-ce que nos modèles, maintenant, ils s'améliorent dans la prise en compte de ces émissions-là ou est-ce qu'on est encore en dessous dans nos projections? Alors, je peux répondre partiellement à cette question parce que je ne connais pas en détail la composante surface de tous les modèles. Beaucoup de modèles vont prendre en compte cet effet-là de rétroaction, mais avec probablement un niveau de sophistication qui dépend du modèle qu'on considère. Alors, voilà. Et oui, il est compris. Est-ce qu'il est très bien compris ou pas? Je ne peux pas vraiment répondre avec certitude. Voilà. C'est une bonne question, Blandine, mais ouais. Je vais laisser M. Bouchard répondre. C'est son champ d'expertise en plus, donc on va le laisser répondre. Je ne dis pas que c'est mon champ d'expertise pour ce qui est de la modélisation du pergélisol. Moi, c'est plutôt des études de terrain. Ce que je peux dire, par contre, c'est que les modèles, pour l'instant, incluent un dégel du pergélisol qui est graduel et qui est uniformément réparti, sur des grandes surfaces géographiques. Donc, on simule une augmentation des températures dans l'air qui se transfère dans le sol et ça se fait graduellement d'une année à l'autre ou d'un siècle à l'autre, par exemple. Par contre, ce que les modèles n'incluent pas encore, et pour des raisons techniques évidentes, c'est qu'il y a des endroits dans l'Arctique canadien et ailleurs où le pergélisol dégèle de façon non pas uniforme et graduelle, mais de façon très localisée et extrêmement abrupte. Des ravins d'érosion, des glissements de terrain qui se produisent de façon très localisée et très rapide, en quelques jours ou quelques semaines. Et là, ça remobilise non seulement des sédiments qui étaient gelés depuis des siècles, voire des milliers d'années, ça remobilise de l'eau, qui était stocké sous forme de glace, et ça remobilise également des éléments chimiques comme le carbone organique, qui étaient dans des molécules de matière organique, par exemple des anciens végétaux qui sont morts il y a des milliers d'années, qui avaient été séquestrés, gelés dans le sol. Et là, cette matière organique-là, une fois qu'elle est remise en circulation, peut servir de bouffe aux microbes, aux bactéries qui produisent, elles, le méthane et le CO2. Donc, pour l'instant, cet effet-là du dégel du pergélisol, il y a une composante qui est modélisée, c'est-à-dire la composante graduelle et uniformément répartie, mais la composante abrupte et localisée ne l'est pas encore. Et là, c'est extrêmement difficile d'inclure ça dans des modèles puisque souvent, ça va être des échelles, des résolutions temporelles de l'ordre du kilomètre, par exemple, ou de la centaine de mètres, alors que là, on parle de processus sur le terrain qui font quelques mètres ou dizaines de mètres de dimension. Donc, c'est très localisé, très petit. C'est trop petit pour entrer dans les modèles qu'on a actuellement, mais c'est des processus qui vont influencer à l'échelle locale au moins l'hydrologie, la géomorphologie, puis le climat aussi. Donc, pour l'instant, il en reste un tout petit peu à savoir, mais il y a beaucoup. Moi, j'ai vu l'évolution depuis 10 ans dans ce qu'on comprend quand on modélise l'évolution future du pergélisol. Il y a des progrès énormes qui ont été faits et il en reste encore beaucoup à faire. Ouais. Merci beaucoup. Je prendrai donc une dernière question. Madame Romano Toramanian, qui avait une question avant la conclusion. D'accord. C'est ça, c'est que je me pose une question. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Parce que justement, la fonte du pergélisol qui fait comme une recrudescence du méthane et que le méthane est 4 fois plus dangereux que le CO2, est-ce qu'il y a des mesures déjà qui sont prises advenant cette fonte du pergélisol? Je laisse mon collègue. Je vais juste dire qu'on dit dégel du pergélisol et fonte de la glace, mais pas les deux, pas fonte du pergélisol. Mais ça, c'est mon défaut de professeur. Je corrige tout le temps les gens, mais oui, dégel du pergélisol. Mais je ne sais pas à quel point il y a des mesures, on va dire, d'ingénierie ou de mesures techniques pour ce qui est de… Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Voulez-vous ajouter, M. Lucas?
Si j'ai bien compris, je pense que c'est. Je ne suis pas au courant des mesures et je ne vois pas non plus quel type de mesures on pourrait prendre parce que si les pergérisol dégèlent vu l'augmentation de la température qui était en fait reliée à l'augmentation de la température au niveau du globe, on ne peut pas vraiment faire des changements locaux pour gérer ça. Et évidemment, peut-être dans certaines petites régions, peut-être oui, mais oui, voilà. Je ne pense pas qu'il y en a des mesures. Je dirais qu'il y a des mesures en ingénierie qui vont être développées pour adapter la construction de certaines infrastructures, des routes, des bâtiments, des pistes d'aéroports, par exemple. Donc, des techniques de construction, de maintien des infrastructures qui vont essayer de limiter la propagation de chaleur dans le sol. C'est ça la clé, en fait, c'est qu'on veut que le sol reste froid ou frais. Donc, il y a des mesures qui existent pour s'adapter. Maintenant, une fois que le pergélisol est dégelé et que là, le cycle s'enclenche de plus d'eau, plus de fonte dans le sol, de la glace, plus d'émissions de gaz, là, c'est extrêmement difficile de rattraper tout ça. Donc, on essaie de faire des efforts en amont pour limiter la transmission de chaleur dans le sol. Mais ça oui, il y a des. Je pense que tout le secteur de l'ingénierie du froid, génie civil, génie mécanique, etc., il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dedans. Oui. Donc, merci. Je tiens officiellement à remercier nos panélistes d'aujourd'hui, les professeurs Frédéric Bouchard et Alessandro Di Luca, qui ont bien accepté de participer à ce panel et qui nous ont fait part de leur expertise sur le GIEC et bien sûr sur son dernier rapport de cet événement-là qui a été organisé conjointement par le Climatoscope et les Dialogues pour le climat. D'ailleurs, je vous invite à consulter notre 3e numéro qui a été lancé la semaine dernière et qui est accessible gratuitement en ligne sur le site du Climatoscope. On pourra vous mettre le lien dans le chat qui suit. Donc, merci aussi à vous, cher public. Je vois qu'on a eu plus de 50 personnes par moment qui ont participé donc à cet événement. Merci à toutes et tous et bonne semaine de mobilisation et de réflexion sur les changements climatiques. Merci à vous.